Attends. Dans la dernière vidéo, tu m'as parlé de matriarcat. Ça me dit quelque chose. Je connais un mot qui y ressemble. Patriarcat? C'est ça que tu cherches? Le terme matriarcat est apparu à la fin du XIXe siècle et est aujourd'hui employé pour désigner une communauté ou une civilisation dans laquelle les femmes détiendraient exactement les mêmes rôles institutionnels et droits que les hommes dans les sociétés patriarcales. Dans un sens, les deux sont liés. Oh, mais ça existe, ça? Eh bien, de nos jours, il n'existe plus aucune société humaine connue où le matriarcat est entendu et appliqué ainsi. C'est-à-dire dans laquelle les pouvoirs symboliques, économiques, politiques et militaires seraient exclusivement détenus par des femmes. Cependant, on trouve des traces de sociétés matriarcales dans certaines œuvres, entre autres mythologiques. Oh oui, comme les Amazones par exemple, non? Ces femmes d'Amérique du Sud connues pour leur adresse et leur acharnement au combat? Exactement. Mais avant toute chose, le nom grec Amazone signifie celles qui sont privées d'un sein. Et dans la mythologie, il s'agissait d'un peuple de guerrières issus de l'union entre Arès, dieu de la guerre, et la nymphe Harmonie. Elles vivaient dans une région située à l'est de la mer Noire, vénéraient la déesse de la chasse, Artémis, cantonnaient les hommes aux travaux domestiques, ne s'unissant à eux que pour reproduire et conserver les filles auprès d'elles. C'est donc en référence à ce mythe-là que les conquérants venus d'Europe ont appelé Amazones les femmes guerrières découvertes en Amérique du Sud et qui combattaient aussi farouchement que les hommes tout en gardant leurs bébés-filles. Je vois. Et dans la littérature? Eh bien, on a par exemple le roman Les Hommes protégés, paru en 1974, écrit par Robert Merle, écrivain français contemporain, mettant en scène un monde ravagé par un virus touchant uniquement les hommes et décimant la quasi-totalité de ses représentants, ce qui oblige les femmes à reprendre les rênes tout en imposant une dictature matriarcale. Le lecteur perçoit donc la vie de l'auteur à travers les yeux du personnage principal qui se trouve également être le narrateur, le docteur Martinelli. Celui-ci se rend vite compte qu'une inversion des rôles ne sert à rien, puisque les hommes sont poursuivis, violés et victimes d'injustice autant que les femmes l'étaient auparavant et que les discriminations ainsi que les inégalités sociales sont également tout autant présentes. Et dans un autre roman où la réflexion littéraire est ouvertement plus poussée, on a Roman à l'eau de bleu. Attends, ça va beaucoup trop vite. Explique-moi celui-là plus en détail, s'il te plaît, parce que je ne comprends pas pourquoi un matriarcat ne marcherait pas et comment un roman pourrait le prouver. Ce n'est pas la réalité. Très bien. Roman à l'eau de bleu, donc, est un autre roman contemporain, cette fois écrit par une femme, Isabelle Alonso. Elle est romancière, chroniqueuse de radio et de télévision française, militante féministe et fondatrice de l'association Chiennes de Garde. Mais les féministes sont pour les droits des femmes pourtant, non? Pourquoi l'une de leurs représentantes écrirait-elle un roman en défaveur d'un matriarcat? Eh bien tout simplement parce que ta définition est totalement incomplète. Le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui convergent tous en un seul point. L'égalité entre les sexes. Alors oui, certaines personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, d'ailleurs, élèvent parfois un peu la voix parce que c'est fatigant d'être entendu sans être compris. Mais si les féministes sont bien pour les droits des femmes, elles ou ils ne militent en rien contre les hommes. Donc si Isabelle Alonso considère qu'un matriarcat ne serait pas bénéfique pour nos sociétés actuelles, son roman n'est en rien illogique. Ah, là je comprends mieux. En effet, j'avais une version incomplète, hein. Bien, je reprends. L'action principale du roman se déroule de nos jours. On le sait grâce aux éléments technologiques présents dans le texte comme les voitures, les téléphones ou encore les ustensiles électroménagers. Et d'après plusieurs allusions telles que l'Arc de Triomphe ou encore la prise de la pastille en France. Pourtant, dès les premières pages du roman, le lecteur comprend qu'il ne se trouve pas dans la société française normale, puisque tous les éléments qui la composent sont inversés. Ce qui était féminin devient masculin, et inversement dans une espèce de jeu narratif où l'auteur s'amuse à inverser féminin et masculin, sur la base d'un travail littéraire approfondi. C'est-à-dire, le président devient une présidente, et ce sont les hommes qui subissent l'ensemble des injustices ou des violences dont les femmes sont victimes habituellement? Oui, les femmes au foyer deviennent des hommes au jardin, soumis à leur mari et complètement dépendants d'elles.
Les principaux membres de la presse, les journalistes et personnalités connues ne sont presque que des femmes. Les hommes sont obligés de se maquiller, de bien s'habiller, en toutes circonstances, alors que les femmes parlent d'une manière beaucoup plus vulgaire, côtoient régulièrement des clubs de striptease et abandonnent leurs conjoints sans vergogne lorsqu'elles sont enceintes. La devise étant liberté, égalité, sororité. D'ailleurs, Kim, l'un des protagonistes de l'histoire, déclare « Même la devise du pays excluait les hommes ». Ce qui, si on suit la logique de l'inversion des rôles, signifie que notre propre devise exclut les femmes en employant le mot fraternité. Mais Isabelle Alonso pousse l'inversion des rôles plus loin, puisque toutes les phrases telles que il y a ou s'il vous plaît se transforment en elle y a et si elle vous plaît. Et que certains mots comme bébé, enfant ou ma femme, dans le sens du mariage, deviennent bébé, enfante et ma mari. Je ne comprends pas très bien cette décision. La langue française emploie le masculin pour des raisons culturelles et pratiques, non? Ça n'a rien d'excluant pour les femmes. Eh bien oui et non. En latin, par exemple, on employait la règle de proximité, c'est-à-dire qu'on utilisait le féminin ou le masculin en fonction du nombre de gens par sexe dont on parlait. Mais à la Renaissance, les hommes de lettres politiques et religieux ont décrété que le masculin l'emportait sur le féminin, puisque, d'après l'abbé Bourg, en 1675, lorsque deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. L'abbé était appuyé par le grammairien Nicolas Bosé, puisque celui-ci affirma que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle, en 1767. Là c'est plus clair. Et je suppose que dans cette société, les hommes ne sont ni émancipés, ni libres, ni même heureux. Effectivement, non. Les hoministes ne sont pas plus écoutés ni même considérés dans cette société complètement misandre. Et ce fait est décrit au travers des yeux de Kim, hoministe convaincu, lorsqu'il visionne un débat télévisé portant sur les inconvénients et les avantages de la circoncision, alors que seules des femmes sont invitées à en parler, ou encore lorsque celui-ci rencontre des députés et qu'elles lui donnent leur avis sur l'hominisme. Il faut qu'ils nous lâchent. Cette histoire de parité, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, rien n'empêche les hommes d'accéder au pouvoir, aucune loi, aucune entrave, rien. S'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est tout simplement qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas dans leur centre d'intérêt, voilà tout. Mais c'est beaucoup trop injuste. Si tout le monde est contre eux, bien sûr qu'ils ne peuvent pas accéder au pouvoir. Oui, et les commentaires négatifs erronés sur les hoministes vont bon train. Pas très attirants, une bande de frustrés, mal baisés, tous moches. Et bien entendu, il va sans dire qu'Isabelle Alonso a utilisé les adjectifs qui sont habituellement employés pour les féministes dans la réalité. Oui, mais pour l'instant, rien de tout cela ne démontre qu'une société matriarcale serait inefficace, hein? J'y venais. L'inutilité de ce système est tout d'abord prouvée par le fait que les inégalités sociales, les violences pour une simple question de genre et les mentalités sexistes n'ont absolument pas disparu. Par exemple, dans le roman, Lou, le deuxième protagoniste principal de l'œuvre, se fait violer, injurier et uriner dessus par un groupe de plusieurs femmes alors qu'il se promenait simplement dans la rue. Ensuite, l'incapacité d'un matriarcat à régler toutes ces problématiques est également soulignée par les attitudes et mentalités même des personnages du roman puisque les deux jeunes hommes, Kim et Lou, cherchent tous deux le grand amour. Bien que Kim soit profondément hoministe, alors que Lou accepte de poser en sous-vêtements la tête coupée comme s'il n'était rien d'autre qu'un morceau de chair vendeur. En outre, les deux parents de Kim sont également importants, puisqu'ils imposent les deux opposés de la société. Gilles, homme de jardin, tente de mettre fin à ses jours lorsqu'il prend conscience de son entière et complète dépendance à sa Marie Bernardine, impitoyable chef d'entreprise confiante en elle et qui gère tout en trompant son mari et sans se préoccuper de lui. Oh, effectivement, ça ne fonctionne pas du tout. Eh non. Mais mythologie, littérature, mais pour ce qui est de la réalité, comment ça se passe?